Vous savez ce que j'aime plus que tout, à part la vie bien sûr, eh bien ce sont les bons animés. Et surtout, la bonne animation, les moments épiques dans les animés. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, vidéo un peu cool, un peu chill, où je vais parler de 5 moments épiques dans les animés. Bien sûr, c'est une première partie, donc il y en aura certainement d'autres. Je vous invite du coup dans les commentaires à me proposer d'autres passages d'animés, peut-être moins connus, peut-être plus connus, peu importe, peut-être moins connus, ce serait d'ailleurs intéressant d'avoir vos avis là-dessus, d'avoir d'autres propositions peut-être un peu moins classiques à ce sujet. Et bien sûr, si vous kiffez ce genre de contenu, si vous kiffez ce genre de vidéo, ça fait plaisir de temps en temps, un petit like, un petit abonnement, parce que tout le monde n'est pas abonné, ça fait pas trop plaisir. En tout cas, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à faire un petit tour et à me proposer votre petit passage d'animé qui apparaîtra certainement dans la prochaine vidéo, tout simplement. Et c'est parti, on commence tout de suite. Et j'aimerais commencer avec une petite aparté avec Driscoll Berchi qui a osé s'en prendre à un lieutenant, et pas n'importe lequel, mais surtout il a osé s'en prendre à Yamamoto qui n'a pas hésité à renvoyer son attaque. Driscoll Berchi a surtout fait l'affront d'utiliser le Bankai de Sasakibe. Sasakibe qui avait un très bon Bankai par ailleurs, même si on ne l'a pas vu utiliser, bref, il était largement supérieur, et ça Yamamoto le sait. Son attaque était bien supérieure, et le Bankai n'avait vraiment aucune comparaison possible. De ce fait, quand on voit Izagi s'inquiéter lorsqu'il se prend cette attaque tonnerre de plein fouet, il avance calmement avec son flegme habituel, s'approche de Berchi doucement, et là la colère monte d'un coup, d'un seul. Yamamoto n'est plus très content du tout, et Driscoll finit en poulet frit à tel point que le squelette est apparent, et qu'ensuite un mur de flammes se dresse derrière le capitaine commandant. C'est juste insane. Avec un Izagi qui est quand même étonné. Ensuite, notre capitaine commandant préféré s'envole vers d'autres cieux grâce à ces splendides flammes. Ce qui est bien aussi, c'est que ça galvanise tous les autres capitaines qui se font la réflexion comme quoi le capitaine commandant sur le terrain ce n'est pas anodin, et surtout, ça les encourage vivement à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on enchaîne tout de suite après avec Yamamoto qui se dresse contre Iwatch ou Yuaba comme vous voulez, et on le voit à peine se déplacer pour sauver Zaraki in extremis d'une mort certaine. Mais ensuite, tout s'enchaîne, des coups d'épée enflammés que Iwatch évite de justesse, avec une chorégraphie qu'on a rarement vue dans un animé, lorsqu'ils se battent sur le toit là, avec les débris et les tuiles, que Yuaba ou Iwatch arrive à esquiver ou à bloquer partiellement, avec ces techniques de flammes qui sont juste insane. On a pris notre pied, c'est tout, il faut le dire à un moment. J'ai adoré particulièrement ce moment où il renferme toutes les flammes dans son Zanpakuto pour libérer Zanka no Taichi. Ensuite, il s'élance à toute allure vers Iwatch, et là il fait une attaque sublime, c'est quand il abat sa lame, justement qui est condensée par toutes ces flammes, qu'il frappe à peine le sol avec la pointe de son épée, et que le sol se dérobe d'un seul coup, instantanément. Et on comprend à quel point ce Zanpakuto est dangereux. Notre Yamamoto adoré explique à peu près le concept de son Bankai qui est juste incroyable encore une fois. Il réitère son exploit avec la même technique, et ensuite, eh bien, il libère l'Ouest, le Zanka no Taichi West, quand il s'enveloppe de cette aura, de ces flammes finalement qui ne sont que la matérialisation de son Reiatsu. Et à ce moment-là, ses pieds s'enfoncent dans le sol tellement la température est élevée et tellement rien ne peut lui résister. L'attaque se poursuit lorsqu'il plante son épée dans le sol pour former une puissante attaque. Il libère ensuite la technique du Sud qui réveille les morts. Et juste le début de cette invocation, elle est juste parmi les plus réussies de la Japanimation, j'exagère à peine. Ce parallèle entre le Yamamoto d'antan et le Yamamoto d'aujourd'hui était juste très très bien fait, très bien réalisé. On voit toutes les frames à chaque instant de ces attaques qui sont juste impressionnantes, comme le Tenchi Kaijin qui est visuellement incroyable et qui est parmi les plus belles techniques qu'on ait vues jusque-là. Mais il y a aussi cette finalité finalement qui est un peu triste lorsque Iwatch abat finalement son arme sur lui. Et ça conduit bien sûr à la mort de Yamamoto, mais on se souviendra à jamais de ce personnage et l'animation lui a rendu honneur, c'est sûr. Smile est un personnage que j'ai toujours adoré personnellement, mais quand en plus il devient un god, un dieu, un invétéré grâce à l'arbre divin, dont il a absorbé partiellement l'énergie pour devenir une sorte de mélange entre Super Black Brillant et Gold Sperm de One Punch Man, je trouve, eh bien c'est juste la classe. On a donc ce combat finalement entre Mob et Smile qu'on n'attendait pas vraiment, ou Ekubo comme vous voulez, c'est comme vous voulez, mais on a ce combat qu'on n'attendait vraiment pas du tout et qui part de tous les côtés. Smile enchaîne les techniques incroyables avec ce gold à chaque fois dans le nom, qui nous rappelle vraiment la forme qu'il a pris, la nouvelle nature de ce personnage qui est devenu vraiment très très puissant. On n'a jamais vu Smile aussi puissant, mais finalement même Mob se demande pourquoi.
il veut se battre à ce point. Shigo ne croit pas vraiment en fait en ce retournement. Il sait bien que Ekubo, que Smile, vaut mieux que ça, et qu'il est devenu en plus quelqu'un d'important pour lui. Donc on voit que Mob n'est pas du tout à fond, ce qui agace un peu profondément Smile tout de même, et qui projette un rayon, un espèce d'ultra laser de la mort qui tue. On n'a jamais vu ça dans un animé. Je veux dire, à un moment, le rayon est tellement bien fait que j'ai cru que je me le prenais en pleine face. En tout cas, ça crée une énorme explosion qui ravage tout sur son passage avec une tornade de fumée. Mais Mob, on connaît, il se relève, et il a pas l'air très content du tout. On sait qu'il va en découdre dans l'instant qui suit, mais on sait aussi que Smile connaît ses faiblesses, donc il tente son coup avec un coup de poing de la mort qui tue encore une fois. Et là, on a une scène un peu marrante pour le coup, avec la découverte d'un très beau t-shirt avec des singes dessus, ce qui fait un peu marrer notre ami qui commence à insulter un peu son style vestimentaire. Et là, Mob monte à 100%, hein, il n'en fallait pas plus. Mais le vrai combat, c'est contre le casque Psycho, bien sûr. Le combat s'enchaîne avec plusieurs personnages, avec plusieurs copies de lui-même, tout simplement parce que Mob, à ce moment-là, n'a plus d'énergie, et Smile est contraint, ou plutôt, il veut protéger son ami, il veut se battre pour lui. Et donc les chorégraphies là sont tout aussi incroyables qu'un combat de DBZ, c'est ce que devrait être Dragon Ball Super à tous les niveaux, les rayons jaillissent de tous les côtés, mais force est de constater que Ekubo est un peu pris de court sur le coup, puisque le casque Psycho a énormément de pouvoir, et c'est surtout cette résistance qui tend à fatiguer un peu Smile. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il est dans la panade. Et là, on a l'un des plus beaux moments et l'un des plus touchants, c'est quand Smile décide de se sacrifier. Il impose à Mob de partir puisqu'il n'a plus d'énergie, il manipule un peu ses pensées pour qu'il puisse partir, marcher au loin et ne pas se retourner. Pendant que son ami, son compagnon, se fait emporter par le casque Psycho. Et là, on comprend off-screen que c'est la fin. Mais le plus déchirant, c'est de voir Mob qui réalise ce qui vient de se passer lorsqu'il se trouve dans son lit, les larmes coulant sur sa joue. Non, c'est trop pour mon petit cœur, je suis désolé. Un combat de film cette fois-ci, avec Deku qui s'oppose à Fleckturn, le grand vilain qui vise à annihiler tous les alters du monde. L'enjeu est donc décisif pour l'apprenti héros qui ne perd pas un instant pour charger l'homme de toutes ses forces malgré son alter qui consiste à absorber l'énergie afin de la renvoyer dans la direction opposée. Deku a beau s'efforcer d'user de toutes les subtilités possibles pour mettre à mal son adversaire, c'est peine perdue, rien ne le fait vaciller. Izuku recourt alors à sa grande vitesse afin d'esquiver les lasers qui lui tombent dessus, s'aidant de sa souplesse pour échapper à ces derniers qui se font de plus en plus persistants. Mais leur trop grand nombre devient un problème, le héros se faisant toucher à deux endroits distincts du corps. Il permet néanmoins à Rodisoul de se dérober, de sorte qu'il puisse se diriger vers la salle de commande. Deku s'acharne alors de plus en plus, il ne se laisse abattre à aucun moment, poursuivant ses attaques qui se font de plus en plus violentes et insistantes, malgré les coups qu'il se prend et les blessures qui se multiplient. Oui, il se fait repousser encore et encore. Et alors, Deku et Fleckturn se confrontent toujours plus directement, et ce en dépit des avantages de celui-ci. La détermination, ça paye toujours. Et l'ennemi commence alors doucement à reculer. Quelque chose se passe enfin. En insistant davantage, la faiblesse de l'alter commence peu à peu à se révéler, la limite de ses réflexions atteignant le seuil critique. Deku le repousse un peu plus à chaque nouvelle tentative, si bien que le vilain est contraint de se donner à fond, bien moins flegmatique qu'auparavant. Le vrai duel qui les oppose prend forme avec un échange de coups particulièrement réjouissant. Mais ce qui est encore plus jouissif, c'est quand Izuku décide de tout donner en faisant appel au 100% de son alter. À ce moment-là, nous assistons à l'une des scènes les plus magnifiques et émotionnelles que j'ai vues. Lors d'un enchaînement particulièrement bien réalisé, les points du héros se multiplient à vue d'œil, en frappant la barrière. Et puis c'est accompagné par l'OST magistral de MHA que nous assistons à une répétition de coups dévastateurs si véloce qui laisse derrière lui des images rémanentes. Il s'agit du United State of World Mash. C'en est alors trop pour Fleckturn qui comprend qu'il ne pourra jamais renvoyer une telle technique. D'autant plus lorsque le coup final est un authentique et puissant coup de pied. Et c'est le combat d'un autre film que j'aimerais mettre en évidence, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Jujutsu Kaisen Movie Zero, qui oppose Yuta à Geto, deux de mes personnages préférés de la série. Quelle erreur pour l'exorciste qui veut purger la terre des humains que d'avoir blessé les personnes auxquelles il tient. À ce moment-là, le gentil garçon laisse alors sa colère s'exprimer en invoquant Rika. Geto fait appel à des fléaux, mais Yuta s'en débarrasse en quelques secondes à l'aide de son sabre. Rika ne doit pas blesser ses amis, mais elle peut s'en prendre sans considération contre celui qui l'a blessé. Le parallèle est alors fait entre le calme apparent de Geto
et la rage intérieure de Yuta qui se libère. La confrontation entre les deux hommes est juste magnifique et parfaitement chorégraphiée, l'un se battant avec sa lame Erika et le second avec son nunchaku à 3 sections. Il n'y a aucun temps mort et les plans séquences sont juste fabuleux, suivant dans un premier temps l'alchimie qui se produit entre l'exorciste et sa malédiction avant de s'intéresser à Geto ainsi qu'à sa chute. Il se relève toutefois très vite et le combat se poursuit avec encore plus d'intensité. L'échange entre les deux étant à son paroxysme, Geto parvient finalement à contrer ses deux opposants et à prendre le dessus grâce à ses fléaux. L'homme est surprenant à bien des égards, mais Yuta l'est encore davantage, et sa colère ne fait qu'amplifier cette puissance qu'il renferme. Propulsé d'une vitesse ahurissante, il le frappe au visage avec son plus beau coup de poing, l'envoyant valser au loin. En se sacrifiant pour libérer les limites de Rika, le climax tend à devenir exceptionnel. Rika projette un immense rayon dévastateur et Geto se sert d'Uzumaki pour appeler un maximum de fléaux à le protéger, mais en vain. C'est la fin pour l'exorciste qui n'a rien pu faire. J'aimerais aussi passer rapidement sur le combat entre Gojo et Miguel, qui nous a offert l'une des meilleures phases d'animation et un exemple de chorégraphie. Il faut admettre que dès que Gojo est dans l'équation, il n'existe plus aucune limite. C'est visuellement irréprochable, autant de par l'intensité du duel que par la destruction des décors et les effets visuels qui sont omniprésents. Rien que cet enchaînement mérite d'être qualifié d'œuvre d'art à part entière. Vivement Shibuya, oh que oui. Je ne pouvais pas ne pas parler de ce combat, que j'ai trouvé assez intense et parmi les mieux réussis de la série. Il faut dire que Chainsaw Man nous régale de semaine en semaine, et qu'il est difficile de lui trouver des défauts, tout particulièrement dans les combats. Après un petit flashback qui met en lumière ce bon Pochita, qui nous manque terriblement, Denji décide alors de la jouer gros bras en activant sa transformation. Une fois l'homme tronçonneuse appelé, plus rien ne le retient, y compris le bras de ce pauvre démon qui ne fait pas long feu. Et graphiquement, on peut dire que ça envoie du lourd. Ils s'affrontent ensuite sur une route, et les passionnés de cinéma prennent leurs pieds en découvrant l'animation et la DA qui ne font plus qu'un. Tout est cinématographiquement au top. Chainsaw Man demande ensuite à un homme et à son fils de quitter les lieux. Après quoi, bim, coup de pied dans la face de la chauve-souris qui atterrit proche d'une voiture. L'occasion parfaite pour lui de s'en servir contre la tronçonneuse en lui lançant dessus, afin qu'il soit désorienté par la personne qui est toujours à l'intérieur. Pour autant, Denji s'en fiche royalement. Il attrape alors la voiture, mais au lieu de sauver la personne à l'intérieur, la renvoie dans le visage du démon, celle-ci explosant au contact. Vient alors ce passage magnifié par l'animé, où, enragé, le démon chauve-souris transforme sa bouche en une sorte de canon, remplit ses poumons d'air, avant de projeter Denji de toutes ses forces dans le bâtiment derrière lui. Il ramasse un humain pour essayer de dévorer son sang et se régénérer, mais Denji sort intact des décombres dans une pose qui impose le respect. Posté sur les décombres, il sort alors les deux tronçonneuses renfermées dans ses mains. Terrifié par Denji, le démon chauve-souris tente de le frapper une dernière fois en lui lançant une grosse pierre, mais Denji s'en débarrassera très rapidement. Et puis ensuite c'est l'hécatombe, ou du moins c'est la fin pour le démon chauve-souris qui ne fait pas le poids face à la colère de Denji et face à ses tronçonneuses qui le coupent en rondelles, tout simplement. À ce moment-là, on peut faire difficilement plus sanglant, et la finalité, c'est cette pluie de sang qui vient atterrir sur Denji et qu'il recouvre peu à peu de sang. Et voilà pour les 5 moments qui m'ont, moi, fait vibrer de fou, en tout cas dans les combats récents que j'ai vus, dans les moments très récents. Je sais que ça va spoiler pour ceux qui ne suivent pas, mais j'espère que vous suivez tous ces animés de dingue, et si c'est pas le cas pour certains, je vous invite à aller les voir, mais je pense que c'est déjà fait. Donc n'hésitez pas de votre côté à me proposer des scènes peut-être plus anciennes, des scènes peut-être moins connues aussi, des passages d'animés qui sont moins populaires, bref, peu importe, mais qui méritent quand même le coup d'œil, qui méritent qu'on s'y attarde et que je puisse en parler dans une prochaine vidéo. Et tout ce que je peux conseiller là, ce sera peut-être la petite leçon, je vais pas donner de leçon, mais arrêtez de comparer tous les animés les uns aux autres, Demon Slayer, plus fort que Bleach, machin, on s'en fiche de tout ça. Juste profitez de ce qu'on vous donne, ça n'a rien à voir, et tant qu'on a des bonnes choses, il faut juste apprécier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est important parce que je vois toujours des guéguerres sur Twitter, bon c'est Twitter quoi. Bref, profitez, vive les animés, vive le manga, et vive la passion, avec un grand S.